N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Maître Dobrousse Adama, maître, encore une fois, bonjour. Bonjour. Avant de pouvoir revenir rapidement avec vous par rapport à ce dont nous devions parler ou bien les raisons pour lesquelles nous vous avons invité, nous tous nous le savons que la coalition des 14 partis de l'opposition a appelé à manifester ce jeudi et après-demain, ce sera samedi, à travers tout le pays. Mais avions-nous constaté que au niveau du Grand Bassam, que le préfet aurait interdit, disons, le préfet a interdit par une note signifiée bien sûr à la représentation locale de la coalition, interdisant donc la manifestation dans cette localité. Et dans la capitale et bien ailleurs, on aperçoit plusieurs barricades, plusieurs barrages des forces de l'ordre et de sécurité. Qu'est-ce que tout cela signifie? Alors, la question, nous l'avons posée au ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak Dameham. Alors, mesdames et messieurs, je vous invite à l'écouter. Appelé là, je voulais profiter de ton antenne pour appeler nos compatriotes à la compréhension. Compte tenu de la journée, nous avons mis des barrages filtrants sur certains axes de la capitale, éventuellement à l'intérieur du pays où la coalition a décidé de faire la marche. Donc, j'appelle les gens à la prudence, tous ceux qui roulent sur le grand contournement, le boulevard Yadema et qu'ils aillent doucement. J'appelle à la prudence et à la compréhension. Je crois que c'est la sécurité de nous tous qui en dépend. Voilà, je ne sais pas si c'est le préfet qui vous a dit. Je crois que les instructions ont été données par le ministre de l'Administration qui à tous les préfets où la coalition a décidé de faire la marche, de discuter avec les organisateurs, de définir les itinéraires. Il ne s'agit pas aux organisateurs d'imposer un itinéraire au préfet en fonction de la situation de sa localité, de définir un itinéraire. Si le préfet l'a dit, peut-être qu'il a des raisons valables, nous allons appeler aux organisateurs à la compréhension, c'est tout, c'est pas compliqué ça. Je demande la compréhension à nos compatriotes, et que la majorité ne va pas à la marche, mais avec les barrages filtrants, c'est cette majorité qui peut-être en partie, nous leur demandons un peu de compréhension. La sécurité générale en dépend, on a vu ce qui se passe dans notre sous-région, il est quand même responsable de mettre ces barrages pour filtrer. Et aux marcheurs également de se soumettre s'il y a des endroits où on leur demande de voir ce qu'ils ont dans les judiciaires qu'ils acceptent sportivement. Parce qu'on ne va pas à la marche avec des couteaux dans les sacs. Donc nous en appelons à la compréhension de tous. Ce faisant, n'est-ce pas une forme d'intimider les populations qui voudront peut-être répondre à la marche à laquelle la C14 a appelé? Non, pas exactement. Non, mais dire que intimider qui? On n'intimide personne. Au contraire, nous prenons la disposition pour assurer la sécurité des marcheurs. Voilà, et donc les propos du général Yak Dameham, ministre de la Sécurité, qui signifiait donc que les barrages ici et là ne sont pas pour intimider, mais plutôt pour filtrer les uns les autres qui iront donc aux manifestations, et surtout il y aurait également de contrôle dans les sacs que les uns les autres auront à dos, etc. Alors, je reviens ici en studio avec notre invité, Maître Adama Dobrousse. Voilà, vous êtes de l'opposition. Je sais bien que ici, nous allons parler beaucoup plus du Parlement, des affaires parlementaires, mais quand même, le ministre, vous venez de l'écouter. Un commentaire, un mot à placer? Oui, mais le commentaire, c'est que je ne sais pas si le ministre lui-même croit ses propos, parce qu'il y a une loi sur les manifestations publiques et la procédure a été respectée pour faire ces manifestations-là. Il n'a pas à entraver le déroulement de ces manifestations. Vous imaginez qu'on peut contrôler une foule de 100 000 personnes, personne par personne, ça ne fait pas sérieux ce qu'il dit. Donc c'est une manière d'empêcher le déroulement de la manifestation.
Mais il a dit, quand même, vous l'avez écouté, que ce n'est aucune forme d'intimidation, mais pour des raisons sécuritaires qui menacent toute la sous-région, le Togo y compris. Vous savez comment les choses se passent? C'est qu'il y a des lieux de rassemblement. Voilà. Et la foule se dirige vers ces lieux de rassemblement. Si sur les routes, on commence à fouiller les gens, à retourner même certains à leur domicile, mais est-ce que ce n'est pas une entrave, ça, à manifestation? Non, je crois qu'il faut être clair. Vous-même, je suis persuadé que vous pensez comme moi que c'est une façon d'empêcher ces manifestations qui ont été régulièrement autorisées. Qui ont été régulièrement autorisées, mais le ministre a dit tout à l'heure que l'un s'en faut. Alors, Monsieur Adama Dobros, vous êtes le vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de convoquer et de présider les séances au cours de cette commission à l'Assemblée nationale? Parce que je sais, vous avez un président et vous êtes le vice. Mais est-ce qu'il vous est arrivé, en tant que représentant de l'opposition dans cette commission, de convoquer et de présider une séance en commission? Du moins, vous savez, ça fait 10 ans que je suis au Parlement. Il y a eu la législature 2007-2013. Au cours de cette législature, j'étais vice-président de la commission des lois. Et il m'est arrivé, au cours de cette législature-là, de présider la commission et même de présenter des projets de loi en plénière. Mais depuis la législature 2013-2018, je crois que ça ne m'est jamais arrivé. Vous n'avez plus jamais convoqué, voire présidé une séance? Jamais. Et les raisons? Pourquoi? Les raisons, c'est qu'il faut que le président vous cède la place pour le faire. S'il ne le fait pas, ben, vous n'allez pas vous imposer de force. Ah bon. Oui. Autrement dit, le président avait peur de quelque chose ou bien c'est plutôt vous qui ne manifestez pas la volonté de le faire? Non, mais vous savez, si on m'appelle, les assistants m'appellent pour dire le président est absent, ou bien sur tel sujet, le président voudrait que vous présidiez, je le fais. Mais s'il ne le fait pas, je ne vais pas lui forcer la main. Alors, la coalition des 14 partis politiques dit prendre acte du test de l'expert de la CEDEAO qui a subi une légère modification et qui lui a été notifié dans la journée d'hier. La question, quel est le test qui est actuellement en étude à l'Assemblée nationale dans la commission de loi dont vous êtes le vice-président? Alors, je crois qu'il faut faire un peu l'historique des choses. Et l'expert de la CEDEAO a signé son texte qu'il a envoyé, qu'il a communiqué le 27 octobre 2018. Mais souvenez-vous que c'est le 9 novembre que le gouvernement a adopté un projet de loi portant révision. Bon, on aurait pensé que c'est le projet de l'expert que le gouvernement a entériné et a envoyé à l'Assemblée. Puisque son test datait déjà du 27 octobre. Voilà. Donc, à notre grande surprise, c'est un texte tout à fait autre. En fait, c'est le texte du gouvernement que le gouvernement avait présenté en septembre 2017, que son assemblée avait voté et qui est resté dans les tiroirs. Donc, c'est ce même texte que le gouvernement a apporté à l'Assemblée et que le gouvernement a demandé de discuter en commission. Et c'est là où nous nous sommes insurgés contre cet état de fait, parce qu'on se disait, mais il ne peut pas faire comme si il n'y a pas eu de dialogue, comme s'il n'y a pas eu une feuille de route, etc., etc. Or, le commissaire du gouvernement, représenté par le ministre de l'administration territoriale, a estimé que le texte de l'expert, c'est juste un texte d'information qui n'est pas obligé
d'entériner ce texte. Et donc, nous considérions que c'était une remise en cause de tout ce qui a été fait depuis. Et c'est pour cette raison que, étant donné qu'on nous retournait à la situation de septembre 2017, que ce n'est pas la peine que nous continuions à siéger. Et c'est pour ces raisons que nous nous sommes retirés. Peut-être qu'on ne lui aurait pas notifié le test de l'ESPER. Peut-être. Mais est-ce que vous pensez que sérieusement, un gouvernement qui participe à un dialogue avec sa majorité, que le président de la commission CEDEAO dit bien que le texte a été communiqué au gouvernement, vous pensez que le ministre de l'administration territoriale n'est pas au courant? C'est le premier destinataire, puis c'est lui qui va porter la réforme. C'est le premier destinataire. Donc, ils avaient bien ce texte-là qu'ils ont mis sous le boisseau. Et au cours de la conférence de presse la dernière fois, vous aviez dit que vous aviez exigé, séance tenante, que le test de l'ESPER soit sorti. Maintenant, qui l'avait sorti la dernière fois? Mais ce que nous redoutions la dernière fois, c'est ce qui est arrivé. Vous savez, la procédure parlementaire est bien réglementée. Je vous disais tout à l'heure que ça fait 10 ans que je pratique ça. Quand le gouvernement amène un projet de loi à l'Assemblée, c'est ce projet de loi que vous êtes obligé de discuter. Vous savez, vous, en tant que député, vous avez le droit d'amendement, mais si le gouvernement refuse votre amendement, l'amendement ne passe pas. Alors, ce que nous avons demandé, c'est que le gouvernement nous dise qu'il retire son texte qui n'a rien à voir avec le test de l'ESPER et qu'il introduit ce test de l'ESPER. Et il va voir si nous allons voter ou pas. Mais comme vous le savez, la coalition a toujours dit que, malgré que ce texte de l'ESPER ne soit pas totalement satisfaisant, c'est une proposition à minima que on accepte de voter pour pouvoir avancer. Mais le gouvernement n'est pas dans cette logique-là. Le gouvernement l'a signifié séance tenante la dernière fois? Oui, c'est pour ça que nous sommes partis. Oui. Alors, maintenant, à quel niveau le bas blesse et les travaux volent en éclats? Toujours en commission. Pas plus tard qu'hier encore, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, après cette suspension? Le mardi, je crois, on reçoit un avis comme quoi il y a de nouveau, les travaux en commission vont reprendre. Alors moi, tout naturellement, en tant que vice-président, j'envoie un message au président de commission pour lui demander... Monsieur Labitoko? Oui. D'accord. Pour lui demander sur quel texte on va discuter. On était autour de 11h midi, comme ça. C'est seulement vers 20h que je reçois un message, dit, président, excusez-moi, le texte sur lequel on va discuter, c'est le texte de l'ESPER. C'est ce que votre président vous a dit? J'ai le message. D'accord. Hein? C'est ce qu'il me dit. Ah bon? Alors, j'appelle Maître Méganvi, il dit, ah ben, le président m'a appelé, enfin m'a envoyé un message comme quoi c'est le texte de l'ESPER. Alors, nous nous sommes dit, ben, si c'est le texte de l'ESPER, ça veut dire que le gouvernement a évolué. Les lignes ont bougé. Et que donc, on peut aller pour voir ce qu'ils vont nous proposer. C'est que dans l'intervalle, il y a eu l'ESPER a communiqué une légère modification de la version du 27 octobre, donc signée du 23 novembre. Et c'est juste une légère modification. De quoi s'agit-il? Oui. Dans la première version, il est dit, puisque dans la première version, on accepte l'élection à 2 tours, il est dit qu'au premier tour, pour être élu, il faut avoir la majorité des suffrages exprimés représentant la moitié des électeurs inscrits. Représentant la moitié des électeurs inscrits. C'est-à-dire que
Et donc, c'était une avancée, si on veut, sur le plan démocratique, parce que Oui. ça, si on est élu au premier tour, ça veut dire qu'on a quand même une certaine légitimité. Oui, ben s'il y a des abstentions fortes. Non, j'entends bien. Oui, Et je crois qu'après, c'était ça sa proposition. oui. Et je crois qu'après différentes discussions et concertations, il s'est aperçu que c'était une proposition trop avancée peut-être pour notre pays. Hein, et il a communiqué les dispositions existantes dans les pays environnants. Hein, et effectivement, dans les pays environnants, c'est la majorité des suffrages exprimés, tout court. Donc, il s'est inspiré des tests des autres pays de la sous-région avant de faire cette modification. Absolument. D'accord. Et donc, le président de la commission de la CEDEAO Oui. dit que voilà la modification, qu'ils soutiennent cette modification, hein, et tout le reste du projet, et invite tous les acteurs à adopter ce projet. C'est ce que le président de la commission vous a envoyé. A écrit à la coordinatrice de C14. Et maintenant, est-ce que d'autres articles ont subi aussi de légères modifications? Bien, c'est seulement l'article. Il n'y a que ce passage-là représentant la moitié des électeurs inscrits. C'est juste ce passage, ce bout de phrase qui a changé. C'est tout. Tout le reste est resté intact depuis le 27 octobre 2018. Et voilà. Et donc, vous étiez à la séance. Le président vous a envoyé un texto disant c'est le test de l'expert. Et maintenant, hier, on arrive donc dans la salle et le président donne la parole au commissaire du gouvernement pour présenter le texte, et le commissaire du gouvernement se met à nous lire son projet initial. Et il nous dit, bon, je vais lire ce projet et puis je vais voir qu'est-ce que je peux prendre du projet de l'expert pour intégrer à notre projet. J'ai pris la parole, moi, en tant que vice-président, pour dire, ce n'est pas ça la procédure parlementaire. D'abord, si vous estimez que vous voulez faire des modifications à votre projet, vous faites les modifications par écrit, pour que chacun sache où vous voulez aller. Ce n'est pas verbalement que vous allez nous dire on veut faire ceci, on veut faire... Verbalement? Oui, verbalement. Oui, mais est-ce qu'il vous est arrivé sur d'autres lois, pas forcément ces réformes constitutionnelles, de procéder verbalement? Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de le faire? Vous savez, nous sommes en train de discuter un projet de révision constitutionnelle de la loi fondamentale du pays, de ce qui constitue une crise dans le pays. Mais on ne peut pas s'amuser à faire de l'à peu près ou du n'importe quoi. Je crois que c'est ça notre position. Et ce qui, moi, personnellement, un peu surpris, c'est que même le président de l'Assemblée nationale, qui était là, a semblé balayer d'un revers de main cette protestation. Cette protestation. Et donc, face à la situation, le ministre a commencé à lire, et puis je voyais même qu'il n'était même pas très à l'aise, à dire, bon, telle disposition, nous allons enlever ceci, nous allons enlever cela. Et ce qu'ils ont enlevé, je vous l'ai dit, c'est la disposition qui dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque cause, motif que ce soit. C'est ça qu'ils enlèvent dans le texte de l'expert. De l'expert. Et le gouvernement, disons, le ministre a enlevé cette portion? Oui, puisque il dit que par rapport à son projet, il dit ce qu'il y a en plus dans le texte de l'expert, c'est cette phrase: nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels ou proroger le mandat pour quelque motif que ce soit. Que ça, il ne prend pas. Et il dit aussi, il ne prend pas... Là, c'est le ministre qui donnait cette lecture. Oui, et qui, puisqu'il est commissaire du gouvernement, voilà, c'est lui qui propose les modifications à son texte. Hein? Et il dit aussi, je ne prends pas
cette disposition ne peut faire l'objet d'une révision. Ça veut dire que demain, il peut encore prendre envie à telle ou telle personne de remettre en cause cette disposition qui garantit l'alternance pour l'avenir. Autrement dit, l'article 59, le gouvernement ne l'admet pas tel qu'il est envoyé par l'expert constitutionnaliste. Tout à fait. Oui, mais est-ce que c'est son devoir de le faire du moins, maître? Mais nous sommes, je voulais dire, un dialogue. Et le gouvernement est partie prenante au dialogue. Alors, c'est deux choses l'une. Ou bien, vous estimez que vous avez initié un dialogue, que après discussion, concertation, ça fait quand même plusieurs mois que ce dialogue existe. On a mis beaucoup de temps, que le produit de ce dialogue, vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Hein? Donc nous disons qu'il faut l'accepter tel quel. Ce n'est pas le texte rêvé, puisque la revendication, c'était le retour à C92. C'est ça la revendication de base. Donc, si on propose une modification à minima, malgré que ce n'est pas ça qui est voulu, mais on accepte ce minimum. Or, ce minimum même, ils veulent le remettre en cause. Mais quand même, nous avions lu hier dans le communiqué rendu public par la CEDEAO que cette institution sous-régionale tient au texte qu'il a proposé, que son expert a proposé. Est-ce que c'est vrai? Oui, moi j'ai ce communiqué. Et d'abord, la lettre que le président de la commission de la CEDEAO a envoyée, et il y a effectivement ce communiqué. Et donc, c'est là où nous disons que mais le gouvernement, excusez-moi de le dire, mais il donne l'impression de s'en foutre de ce que fait la CEDEAO. C'est comme, il dirait, ben, CEDEAO n'a qu'à continuer à parler, moi j'avance, hein, je vais faire mes élections le 20 décembre et advienne que pourra. Ah oui, alors, est-ce qu'il est du devoir de la CEDEAO de faire un projet de loi à un pays? Vous savez, la CEDEAO, en tant qu'institution régionale, a des compétences que les États eux-mêmes lui ont données. Le Togo, on parle du Togo toujours comme l'un des fondateurs de la CEDEAO avec, à l'époque, le général Gowon, vous savez, du Nigeria. Et ces États ont donné des compétences à la CEDEAO, surtout des compétences pour garantir la paix et la sécurité dans la sous-région. Et que dans ce cadre-là, que vous savez que la CEDEAO a eu à intervenir dans certains pays, comme le cas récent, la Guinée-Bissau, etc. Et quand le chef de l'État, Faure Gnassingbé, était président en exercice. Exactement. Et donc, ce sont les mêmes compétences qu'utilise la CEDEAO aujourd'hui pour le cas du Togo, parce qu'on considère que le Togo a une crise profonde qui dure depuis plusieurs années, et le Togo a accepté que la CEDEAO intervienne, qu'il y ait des facilitateurs qui soient nommés, 2 facilitateurs qui ont été nommés. Donc, à partir du moment où l'État consent à cette intervention, mais l'État ne peut pas refuser les décisions de la CEDEAO. Sinon, la CEDEAO perdrait toute crédibilité. Ça n'aura plus sa raison d'être. Et ça sera un mauvais exemple pour le reste de la sous-région. Et donc, comme vous posez la question, est-ce que la CEDEAO a le droit de proposer un texte? La CEDEAO a le droit de proposer un texte parce que les termes de référence de l'expert ont été acceptés par notre pays, par l'État togolais. Et donc, les résultats, après concertation, puisque l'expert n'a pas travaillé de façon unilatérale. Il a consulté le gouvernement, il a vu le projet du gouvernement. L'expert s'est fait donner les résultats des anciens dialogues, Ashkroun et tout le reste.
le projet de loi, le projet voté à l'Assemblée en septembre 2017, tout ça. Et donc, c'est sur la base de toutes ces informations qu'il espère qu'il y ait un Sénégalais a estimé que pour notre pays, à minima, c'est ce texte-là, ces 3 articles-là qu'il faudrait. Et bien, ça... Est-ce que cela a été entériné par les pères, disons, les présidents, les chefs d'État de la CEDEAO? Oui, puisque ça a été... Les facilitateurs, on leur a donné un mandat. Le mandat, c'est de faire aboutir la feuille de route du 31 juillet 2018. Donc, dès lors que les facilitateurs, la commission sont dans le cadre de ce mandat-là, je crois qu'on n'a plus besoin d'entériner quoi que ce soit. Peut-être ce qui peut se passer, c'est qu'à la prochaine réunion des chefs d'État, on va voir est-ce que finalement le Togo a respecté les décisions. Hein? C'est ça qui va donc ils vont faire le point en regardant si le Togo a finalement respecté les décisions de la CEDEAO. Et notamment le texte qui a été proposé par l'expert. Alors, voilà que vous avez quitté l'Assemblée nationale hier. Que constituera la suite? Qu'est-ce qui sera fait maintenant après votre départ au de l'Assemblée nationale? Donc, l'Assemblée nationale, je rappelle, il est vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale et il est également vice-président du groupe parlementaire ANC. Alors, maître, je vous posais tout à l'heure la question avant de remettre l'antenne. Quelle sera la suite à présent? Mais la suite, c'est que dans cette affaire, je crois que tout le monde, aussi bien la C14 que la majorité présidentielle, devrait avoir les yeux tournés vers la CEDEAO. Pourquoi? Parce que la manière dont les choses se passent, c'est comme si le gouvernement dit la feuille de route, je ne suis pas obligé de respecter cette feuille de route, et que de l'autre côté, la C14 dit nous ne sommes pas totalement d'accord, mais ce qui est proposé, nous l'acceptons, et que on mette ça en route, à savoir les réformes, à minima, comme proposées par l'expert, et puis surtout que les élections à faire se fassent de façon transparente, exclusive, avec une CENI complètement composée aussi bien à la tête, à savoir la CENI, que dans les démembrements de la CENI. Parce que il ne s'agit pas de dire ben, vous êtes membre de la CENI, vous êtes dans vos bureaux à Lomé et que vous n'allez pas voir ce qui se passe dans les différentes préfectures, hein, où ce sont les CELI et CLC qui représentent la CENI. Donc, il faut que toute cette chaîne-là soit composée de façon paritaire, hein, pour qu'on on puisse aller aux élections libres et transparentes, selon vous. Alors maintenant, en dehors de l'article 59, dans lequel le gouvernement supprime, vous l'avez dit tout à l'heure, le nul ne peut, etc., y a-t-il d'autres modifications préconisées par le gouvernement, toujours par rapport au test de l'espèce sénégalaise? Alors, dans la feuille de route, il est proposé une recomposition de la Cour constitutionnelle, avec aussi une limitation des mandats des membres. Pourquoi il y a eu une discussion autour de la Cour constitutionnelle? Parce qu'aujourd'hui, on considère que les cours constitutionnels sont devenus un élément capital du raffermissement de la démocratie dans le pays. Tout le monde parle avec admiration de la Cour constitutionnelle du Bénin, parce que cette Cour constitutionnelle a montré sa détermination à instaurer la démocratie au Bénin. Elle se met toujours dessus de la mêlée? Toujours. D'accord. Mais pour le bien de tout le pays. Alors, chez nous, ce n'est pas ce qui est observé. C'est pour ça que on a voulu que cette Cour soit recomposée
afin que le processus électoral, puisque en dernière analyse, c'est la Cour constitutionnelle qui valide d'abord, comme elle est en train de faire la candidature, après les élections, etc. Est-ce que les élections ont été libres, démocratiques ou pas? Une Cour constitutionnelle, même s'il y a eu des fraudes, une Cour constitutionnelle peut dire non, moi je n'ai rien vu, que l'élection est valable. Donc on voudrait que une Cour constitutionnelle crédible soit mise en place pour que quand elle va se prononcer en disant je considère que les élections ont été libres et transparentes, que tout le monde adhère à sa décision. Oui, mais quand même, le gouvernement a proposé dans son test la recomposition de la Cour avec le mandat limité. Ou bien, le test du gouvernement a pris cette disposition. Non, parlons du test de l'expert. Qu'est-ce qu'a proposé l'expert? Oui. D'abord, parlons de ce qui existait avant. Ce qui existait avant, c'est une Cour constitutionnelle composée de 9 membres, n'est-ce pas, pour mandat de 7 ans renouvelable indéfiniment. C'est ce qui existait dans la Constitution toilettée de 2000. Maintenant, que propose l'expert? De ramener le nombre à 7. Au lieu de 9, il faut maintenant... À 7. OK. Ramener le mandat à 6 ans, renouvelable une seule fois. Maintenant, au niveau de la composition, ce qu'il y avait avant, c'est que dans les 9 là, 3 sont désignés par le président de la République, 3 par l'Assemblée nationale, 3 par un Sénat qui n'existe pas. Ah oui. Donc ça veut dire quoi? Étant donné que c'est l'Assemblée nationale, en attendant que le Sénat soit mis en place, qui remplit les fonctions du Sénat, alors donc ces 6 membres sont désignés par l'Assemblée nationale que vous connaissez, hein, à majorité mécanique, hein, et 3 par le président de la République. Donc les 9 sont issus, enfin, sont, disons, de la provenance de la majorité présidentielle. Oui, mais dans le test du gouvernement, ce n'est plus ce schéma qui est tracé. Ils ont donné le soin au Conseil de la magistrature suprême de proposer un élément, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Oui, mais dans le test du gouvernement, qu'est-ce qu'on lit? Je crois, hein, d'après, puisqu'on n'a pas l'écrit, comme je l'ai dit. Parce que est-ce que quelque chose de si important, vous allez juste nous dire, bon, verbalement? Non, je crois qu'il faudrait qu'il y ait un écrit, qu'on réfléchisse sur ce que propose le gouvernement. Mais à ce que je me souvienne, hein, ce qu'il a dit, c'est que j'ai cru comprendre qu'il y a toujours 3 par le président de la République, 2, je crois, par l'Assemblée nationale, 2 par le Sénat qui n'existe pas, donc ça fait 4 par l'Assemblée nationale, et un désigné par le Conseil supérieur de la magistrature, et un par l'ordre des avocats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la majorité présidentielle gardera toujours la main sur la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Ah. Voilà ce que vous n'admettez pas, ou bien plutôt l'expert? Non, mais c'est ce que l'expert a essayé de modérer l'ancienne disposition en essayant d'introduire une certaine diversité dans la composition. Maintenant, est-ce que le gouvernement est d'accord du moins sur cet article 100 proposé par l'expert? Non, il n'est pas d'accord. Justement, c'est ce qu'ils sont en train de modifier. C'est ce que je vous dis, que eux, au lieu de 7 proposés par l'expert, ils veulent maintenir les 9. Ils veulent maintenir les 9. Et aussi, en termes de composition, ils changent la composition pour toujours garder la main, soit à travers la désignation du président de la République, soit à travers la désignation faite par l'Assemblée nationale et le Sénat qui n'existe pas. Alors, Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, comme il y a encore blocage à l'Assemblée nationale, vous êtes obligé, y compris la C14, tout comme le gouvernement, à avoir les regards tournés vers la CEDEAO. Alors, si peut-être le gouvernement arrive à procéder, parce que normalement, et je rappelle quand même aux éditeurs que nous devrions avoir aussi la réaction de la majorité parlementaire. Mais
et il nous a annoncé quand même d'attendre une conférence de presse qui aura lieu dans le courant de la journée, probablement, afin de pouvoir s'expliquer par rapport à tout ce qui se passe à l'Assemblée, surtout à la commission des lois. Moi, ce que je vous propose, c'est même que dès demain, on ait un débat là-dessus devant vous, qu'il soit là, pour que nous débattions. Débat contradictoire. Oui, bien pour sûr. que nous débattions de ce qu'ils ont proposé, pour savoir si ça respecte la feuille de route ou pas. Voilà. Et maintenant, si le gouvernement vote la loi, ou peut-être opte pour un référendum après les législatives, ce qui n'est pas dans le droit. Moi, je dis que si le gouvernement veut aller au référendum, mais qu'on aille au référendum sur les deux projets. Nous disons le projet de l'espère. Hein? Le gouvernement dit, moi, mon projet, qu'on présente au peuple les deux projets. Et qu'on dise quel est le projet qui va recueillir le plus de voix, qui va avoir l'adhésion de la population. En ce moment-là, le peuple va trancher. Si le peuple estime que c'est le gouvernement qui est dans le vrai, ben, d'accord, nous allons nous aligner sur la décision du peuple. Mais si le peuple dit que c'est le projet de l'espère qu'il faut pour notre pays, il faut que le gouvernement s'aligne. Voilà. Alors, 22, 21, 80, 99, 92, 02, 80, 63, Maître Adama Dobrousse, les experts, d'autres experts ont été commis aux côtés de la CENI pour scruter tout ce qui se passe là-bas. Et donc, les travaux se poursuivent et la CENI a dit hier ce qui suit. Les travaux ont à ce jour permis de supprimer 38 308 enregistrements multiples et 33 825 inscrits qui sont des mineurs après le 18 novembre 2018, date de la fin du recensement selon les éléments présentés au CLC lors de l'inscription. Comment trouvez-vous le travail qui se fait au niveau de la CENI? Mais de toute façon, on n'a pas changé de position. Hein? Vous savez, il est facile, hein, à une société ZETEX, hein, je crois que c'est ça. Hein? Oui, ZETEX. Dont personne ne sait par quel biais il atterrit à la CENI. Est-ce que ça a été à la suite d'un appel d'offres ou pas? Mais souvenez-vous que ZETEX a été contesté lors des précédentes élections, je crois que 2015, oui. etc. Donc, c'est le même ZETEX qu'on ramène, qui travaille, on ne sait pas comment, sur la base de quels fondamentaux, et que ZETEX vient nous dire, voilà ceci, voilà cela. Mais je crois même qu'il devrait avoir une certaine honte d'avouer qu'il y a 33 825 mineurs. Ça veut dire quoi? Que ça veut dire que quand les enfants vont dans les bureaux de vote, personne ne leur dit rien. Ça veut dire qu'on ne présente aucun document et que 33 000. Oui, il y a des notables, des chefs traditionnels qui disent CLC, etc., enregistré parce qu'il est majeur. Mais est-ce que vous savez que... Alors là, M. Adodo a une question à vous poser. M. Adodo, bonjour. Alors, bonjour. Oui, nous vous écoutons, M. Adodo. Ok, voilà, je vais poser rapidement mes questions. D'abord, je voudrais savoir, dans la négociation, comment se fait-il que à chaque fois, la C14 abandonne très rapidement ses revendications. Si nous prenons l'exemple de retour à la Constitution de 92, ils ont abandonné jusqu'à réduire sans obtenir une contrepartie, alors que la partie adverse, à chaque fois qu'il veut abandonner quelque chose, il prend 3 à la place. Nous avons vu même pour libérer les détenus jusqu'à présent, il n'a pas fini ce point. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que pourquoi la C14, eux, ils ne prennent pas leur bâton de pèlerin pour aller voir les chefs d'État de la CEDEAO, parce que nous avons appris que le régime a envoyé des hommes en boubou voir les hommes en boubou. Et il y a eu des amendements déjà sur le projet de loi que la CEDEAO même préalablement avait dit que ce projet respecte les projets de loi dans la sous-région. Mais maintenant, ils ont fait un amendement sur les 2 tours. Et la coalition a encore accepté sans avoir demandé contrepartie, par exemple, sur la date du 20, demander contrepartie sur la reprise du processus. Maintenant, il parle de référendum. Si référendum, il y aura, quelle CENI va s'en occuper puisqu'ils ne sont pas dans la CENI?
D'accord. Merci. Bien noté. Alors, vous l'avez écouté par rapport au deuxième volet, surtout de sa question, pourquoi ne pas aller voir la CEDEAO, alors que normalement, les tests doivent être homogènes, ou bien, je ne dirais pas homogènes, mais ils doivent se ressembler dans tous les pays pratiquement. Oui, mais je crois que je vous ai donné une explication sur ce qu'on appelle très vite l'abandon, hein, sur la suppression du membre de phrase représentant au moins la moitié des électeurs inscrits. Hein. Je crois que c'était une nouveauté. Ça ne figurait pas dans la Constitution de 92. Hein. Donc c'était une nouveauté proposée par l'ESPER. Et cette nouveauté, en fait, introduit dans notre droit le vote obligatoire. Parce que si on dit que à une élection, il faut qu'il y ait au moins la moitié des inscrits, ça veut dire que si une partie des forces politiques demande à ce qu'il y ait une abstention et que les demandes de ces forces politiques sont acceptées, ça veut dire qu'on n'atteindra jamais la moitié des inscrits et que donc aucune élection ne sera validée. Oui. Ouais, et voilà, ils l'ont enlevé. Oui, je crois que parce que on n'a pas introduit encore le vote obligatoire dans notre texte. Et donc, il dit les mesures d'apaisement ne sont pas encore faites et puis finalement, on ne fait qu'enchaîner les choses. Oui, mais ça démontre, je ne vais pas dire la mauvaise foi, mais je crois qu'on ne peut pas qualifier autrement du gouvernement parce que chaque fois, ils promettent aux facilitateurs qu'ils vont adopter les mesures d'apaisement. La liste des personnes à libérer, la liste est connue depuis longtemps. Voilà. Mais quand même, Maître Debrousse, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais il y a un auditeur, disons, les candidats de UNI dans leur motion hier, ils disaient que vous, au niveau de l'opposition, notamment la C14, vous avez un agenda obscur et inavoué et on vous taxait de l'opposition atypique. Vous savez, quand on est en politique, hein, l'adversaire peut tout dire. Hein? Parce que j'ai cru entendre aussi que les responsables, le militant de l'UNI qui a parlé, dit si les chefs d'État de la région, de la CEDEAO, décident des choses, nous allons respecter. C'est ce que j'ai cru. Oui. Donc, que leur parti respecte. Respecte. Oui. Hein? Et il a dit que c'est vous qui faites notamment l'appel au boycott et signe de votre mauvaise foi au niveau de la C14. Mais vous savez, est-ce que vous pensez que si le gouvernement s'était présenté à l'Assemblée en disant nous sommes en dialogue, voilà les résultats du travaux de l'ESPER, que je demande à ce que tout le monde vote pour qu'on ait les 4/5e pour que ce texte rentre immédiatement en application. Est-ce que vous pensez que la C14 aurait refusé de voter? Moi, j'ai même déclaré à l'Assemblée nationale qu'il n'a qu'à envoyer ce texte et ils vont voir que nous allons voter pratiquement les yeux fermés. Voilà, pratiquement les yeux fermés. Et votre mot de la fin maintenant par rapport à ce qui se fait à la CENI, vous avez dit tout à l'heure, normalement la CENI aurait honte parce qu'on a enregistré 33 825 mineurs inscrits dans le fichier. Oui, mais ça, c'est ce qu'il déclare. Oui. Mais je suis persuadé que s'il y avait un vrai contrôle, on sera encore plus loin. Parce qu'en réalité, ce qu'on veut, nous, on veut éviter, c'est un corps électoral fictif. Voilà. Maître Debrousse, merci d'être venu chez nous ce matin. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez également reçus sur la 96.3. Comme dit d'autres occasions. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.